Bonsoir, bienvenue dans ce 19-20 en extérieur. Ce soir, nous avons posé nos caméras à Souvigny, à une dizaine de kilomètres de Moulins, dans le département de l'Allier, car ce village au riche patrimoine a été sélectionné pour participer à l'émission Le village préféré des Français. Dans ce journal, nous allons essayer de comprendre ce qui a séduit Stéphane Bern et ses équipes, ce qui doit séduire les Français et ce que cette participation peut apporter à la commune avec nos invités et des reportages. Nous n'oublierons pas l'actualité puisque nous irons à Thiers pour faire le bilan de l'entreprise Actipol Thiers. Ce projet expérimental pour lutter contre le chômage permet de réintégrer les demandeurs d'emploi de longue durée dans le monde du travail. Et a priori, vous le verrez, ça marche. Et puis, nous parlerons de sport avec ce match couperé dimanche à 14h30. Le Stade Aurillacois va jouer son maintien contre Nevers. Les Cantaliens n'ont pas le droit à l'erreur. Mais on commence d'abord avec cette expérience menée à Thiers dans le Puy-de-Dôme depuis 2 ans. L'entreprise à but d'emploi Actipol Thiers embauche des demandeurs d'emploi de longue durée pour leur remettre le pied à l'étrier, pour les réintégrer dans le monde de l'emploi. Et a priori, ça fonctionne puisque 74 personnes y sont aujourd'hui employées en CDI. C'est un reportage de Maxime Van Oudendik et Jean Jazet. Lucien Ricoeur s'apprête à donner une nouvelle vie aux dizaines de meubles et autres objets entassés dans cet atelier. On démembre tout de A à Z et on récupère les clous. Le tissu, il est usé, donc on ne le récupère pas. La future matériothèque d'Actipol Thiers est presque une métaphore pour Lucien et ses collègues. Après une longue période de chômage, ils ont pu retrouver un emploi ici, qu'importe leurs compétences initiales. La formation se fait en fonction des besoins. Là, on sait qu'on va avoir une aérogommeuse, on va être formé pour une aérogommeuse au niveau de la menuiserie. Après, ça nous permet aussi de connaître de nouvelles choses au niveau de la matériothèque qui est en train de se développer. Donc ça apporte beaucoup d'aptitudes et beaucoup de connaissances. Tous les salariés sont issus des 2 quartiers prioritaires de Thiers. Cet emploi en CDI, payé au SMIC, est une chance inespérée. On reprend confiance en soi déjà, à reprendre une vie sociale correctement. Et voilà, quoi. Et avoir des projets, quoi. Les salaires sont financés en grande partie par l'État. Allocations et autres indemnités chômage sont en fait transformées en rémunération. Un dispositif expérimental plutôt encourageant après 2 ans de tests. Il y a des projets, on va avoir l'occasion de les évoquer, notamment la création d'une deuxième entreprise. Je sais que certains souhaitent qu'il y ait d'autres territoires zéro chômeur. Il faut, je crois, se donner le temps de l'expérimentation, le temps de l'évaluation, mais de notre point de vue, ça marche. Reste à trouver des activités à développer pour créer de nouveaux emplois. 80 personnes des quartiers prioritaires de Thiers sont encore touchées par le chômage de longue durée. C'est nouveau et c'est original. Une ligne de covoiturage vient d'être installée aujourd'hui entre Rochefort-Montagne et Clermont-Ferrand. Il suffit de signaler sa présence aux bornes sur le bord de la route et un panneau affiche la destination aux automobilistes qui passent. Lorsqu'ils embarquent un passager, celui-ci donne un code au conducteur, ce qui va permettre de le payer entre 1,60 € et 3 € selon la distance. Cet outil doit permettre de se déplacer plus facilement et moins cher, même lorsqu'on est loin des grands centres urbains. On écoute Thomas Matagne, le président de la société qui a mis en place ce système. Alors la voiture peut devenir un transport collectif et effectivement chaque voiture a 3 à 4 sièges libres en moyenne et ces sièges ont une vraie valeur collective et donc on dit que effectivement la richesse n'est pas sous nos pieds à essayer de forer du pétrole qu'on n'a pas, mais elle est sous nos yeux à utiliser les sièges libres qui sont là aujourd'hui disponibles sur la route. En sport, dimanche à 14h30, le Stade Aurillacois va jouer son dernier match de la saison contre Nevers et ce sera un match capital. Les Cantaliens vont tout simplement jouer leur maintien en Pro D2 et les joueurs ont bien conscience qu'ils vont jouer l'un des matchs les plus importants de l'année. On écoute Paul Boissé, le capitaine de l'équipe. C'est un peu notre phase finale à nous, quoi. Il y a 3 ans, on connaissait le sentiment d'être en finale et de jouer. Si on gagnait, on était les rois du monde, on montait en top 14. Là, on sait que si on gagne, on aura gagné notre phase finale à nous, on aura gagné notre finale, même si derrière on ne monte pas, on ne descendra toujours pas, donc déjà c'est bien. De retour ici à Souvigny, dans l'Allier, à une douzaine de kilomètres de Moulins, car aujourd'hui nous avons décidé de bouger nos caméras du studio, de les installer dans ce village médiéval pour vous faire découvrir ces trésors. Et des trésors, il y en a, puisqu'ici c'est à la fois un site clunisien majeur, un lieu de pèlerinage historique et le berceau des Bourbons. On y trouve donc un patrimoine remarquable, l'ensemble prieurral est le plus vaste édifice religieux du Bourbonnais, et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à voir à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Cette richesse, elle a d'ailleurs tapé dans l'œil de Stéphane Bern, puisque
que l'animateur a sélectionné Souvigny pour participer à son émission Le village préféré des Français, qui sera diffusée le mois prochain. Il est venu ici le mois dernier avec ses équipes pour tourner les différentes séquences qui seront nécessaires pour l'émission. Et visiblement, ça lui a plu. On écoute ce qu'il en dit. On est au cœur de l'histoire de France ici. Franchement, les sires de Bourbon donnaient naissance plus tard à la dynastie des Bourbons qui ont régné sur la France et sur toute l'Europe. Donc franchement, on est au cœur de l'histoire à Souvigny. Et puis surtout, on est dans ce territoire de ce département de l'Allier, on est dans le Bourbonnais. Ça raconte aussi quelque chose de la ruralité, de comment, au cœur de la France, eh bien, un village médiéval a résisté à l'usure du temps avec ses maisons qui forment une certaine homogénéité architecturale. Et non, je crois que les Français vont tomber sous le charme de Souvigny. Et pour parler du charme de Souvigny, qui de mieux que le maire de la commune? Et c'est pourquoi je vais rejoindre tout de suite Jean-Claude Albuchet. Ça tombe bien en plus, il vient de s'arrêter de pleuvoir. Comme dit Stéphane Bern, est-ce que vous pensez que les Français vont tomber sous le charme de Souvigny? Nous l'espérons bien. En tout cas, nous avons été très fiers d'être retenus pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'était déjà un grand pas quand même pour les 12 départements de la région. Et puis, qui sait, la suite, la surprise dans moins de 2 mois maintenant. Alors comment ça s'est passé? Est-ce que c'est vous qui avez sollicité l'émission ou est-ce que c'est l'émission qui est venue vers vous? C'est l'émission qui est venue vers nous, en réalité, puisque nous avons reçu Stéphane Bern, il y a maintenant 6 mois et demi, pour Secret d'Histoire, consacré à Anne de France, qui est enterrée dans le tombeau de la chapelle neuve de Souvigny. Et à table, tout simplement, il me dit, mais monsieur le maire, vous n'avez jamais candidaté pour être dans le village préféré des Français? J'ai dit non, ça vous plairait? Bien sûr. Et ensuite, tout s'est fait comme ça. Donc il a saisi un potentiel. Il a vu le potentiel, il l'a saisi dès qu'il est arrivé. Il a dit lui-même qu'il était tombé amoureux de ce village. Et nous nous sommes revus, effectivement, il y a très peu de temps pour le tournage de l'émission. Et alors qu'est-ce que vous lui avez répondu? Pourquoi vous avez dit oui, moi je veux que Souvigny participe à l'émission? Mais c'était pas possible de dire non. Déjà parce que c'est quelqu'un qui défend le patrimoine comme personne d'autre, peut-être même dans notre pays. On a pu voir devant toutes les caméras qu'il sait ce qu'il veut, il le défend âprement, que ce soit Souvigny ailleurs, parce que il est comme ça avec tout le monde, il ne fait pas de différence, moi je trouve. Et ensuite, dire non pour avoir la chance de participer à une telle émission et peut-être d'aller au bout, qui sait? De gagner peut-être? De gagner peut-être. Après tout, c'est une forme de compétition. Donc si on est là, c'est pour essayer de la gagner. Mais ça dépendra de tous les Français. On va aller voir justement ce que pensent les habitants de Souvigny de cette participation à l'émission Le village préféré des Français. C'est Richard Bonne qui leur a posé la question. J'étais ravie, bien sûr, et puis je trouve que c'est méritant parce qu'on a un très beau village au niveau histoire. On a tous les Bourbons ici, et donc voilà. On a que, je veux dire que c'est tout à fait normal qu'ils concourent pour le plus beau village, pour les villages préférés des Français. Il y a le musée des jardins, la basilique, l'église Saint-Marc, le vieux château. Enfin, moi je dis le vieux château, je ne sais pas comment on l'appelle parce que je suis de l'ancienne génération. Hein. Si, quand même. Ouais, si. Mais j'espère qu'il va arriver dans les premiers, si ce n'est pas le premier. J'espère qu'on va être élu, qu'on va être sélectionné, je ne sais pas comment dire, pour Souvigny, voilà. Est-ce que c'est mérité déjà? Ah bah ouais, quand même. Pourquoi? Parce que c'est un très beau village, il y a tout un tas de vieilles pierres, et moi j'aime les vieilles pierres. Jean-Claude Albuchet, en tant que maire de la commune, qu'est-ce qui fait selon vous que Souvigny pourrait être élu village préféré des Français? Les votes, Fabien, tout simplement, seulement les votes. L'année dernière, c'est un très joli village du nord de la France qui a gagné. Le Mont-Saint-Michel, qui est quand même un site exceptionnel, a fini 5e. Donc c'est pas parce qu'on est le plus beau village qu'on sera le village préféré des Français. Et pourquoi les gens voteraient pour Souvigny? Comment vous allez les convaincre? Nous espérons les avoir convaincus par les réseaux sociaux. J'ai suivi quasiment tous les soirs, les votes sur les réseaux sociaux. J'ai été impressionné par le nombre de personnes qui mettaient des commentaires ou par le nombre surtout qui ont partagé, des dizaines de milliers de partages. C'était absolument incroyable. Donc on va aller voir un petit peu ce qui justifie votre présence dans cette émission, puisque Richard Bonne nous emmène dans les jardins de la Prieurale. Oui Fabien, je suis en compagnie de Lucille Ferracci dans les jardins du Prieuré. Lucille Ferracci, adjointe au patrimoine à Souvigny. Pourquoi on l'appelle la fille aînée de Cluny, Souvigny? Eh bien, Souvigny est le premier prieuré construit par Cluny. Cluny, c'est en 910. Souvigny, c'est entre 915 et 920. Donc, c'est
tout de suite après, ce qui fait que c'est la première église principale qui va être construite par Cluny. Et en quoi c'est illustré dans ces jardins en fait? Eh bien, on a dans les jardins une évocation de l'église grâce aux buis qui ont des formes particulières. Ici, vous avez la clé et de l'autre côté, l'épée. La clé, c'est pour Saint-Pierre, c'est son symbole, et l'épée, c'est pour Saint-Paul. Alors, on va voir l'église maintenant, si vous voulez bien. Cette église, donc, on peut voir qu'elle est la fille de Cluny parce qu'elle reprend le double transept typique des bâtiments clunisiens. Donc le double transept, ce sont ces espèces de perpendiculaires qui traversent la nef. Est-ce qu'on peut prendre un peu de hauteur? Bien sûr, on va monter dans les clochers. Ça grimpe, hein? Un petit peu. Et nous voilà à 18 mètres au-dessus de Souvigny. Tout à fait, on a une belle vue sur la place principale avec les anciennes boutiques du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, avec notamment cette inscription Rouennerie. Rouennerie, qu'est-ce donc? Alors ça vient du tissu de Rouen, qui était un tissu qui à la base permettait de fabriquer des chandelles, qui va être ensuite utilisé pour fabriquer des parapluies. On peut voir l'inscription parapluie, et aujourd'hui le temps s'y prête bien. Je vous laisse profiter de la vue. Merci Lucille. Nous, on va se couvrir. Et nous, on est de retour ici, en bas, devant cette église priorale de Souvigny, dans l'Allier. Jean-Claude Albuchet, vous êtes toujours le maire de ce village. Un passage dans l'émission Le village préféré des Français. Qu'est-ce que ça va faire pour le tourisme ici? On espère que ça va déclencher le tourisme et que les 30 années de travail qu'ont réalisé tous les conseils municipaux qui se sont succédés va enfin porter ses fruits. Porte enfin ses fruits, parce que ces émissions, même votre présence ce soir, font partie de la reconnaissance enfin envers un site qui, nous l'espérons, le mérite, et surtout que ça va redonner un élan partout, pas qu'à Souvigny, mais autour aussi. Autour aussi, Moulins, Bourbon-l'Archambault, et ainsi de suite. Vous avez évalué, chiffré le nombre de visiteurs que ça pourrait vous apporter? Avec un petit peu d'inquiétude, j'ai vu que mes collègues qui avaient fini dans le haut du tableau les années précédentes annonçaient 300 000 visiteurs. Je dis modestement que si nous n'avions que la moitié, nous allons quand même avoir du travail pour les recevoir. Et bien justement, on va aller voir ce qui s'est passé dans une des communes qui a participé à cette émission. Il s'agit de Saint-Nectaire dans le Puy-de-Dôme. Saint-Nectaire qui est arrivé 17e à l'édition 2015. C'est 17e seulement, mais les habitants, les commerçants et les professionnels du tourisme s'en souviennent encore. Reportage d'Aurélie Albert et Julien Lecoq. Situé à 40 km de Clermont-Ferrand, Saint-Nectaire en Auvergne est un véritable joyau niché au creux des volcans. C'était en 2015. Saint-Nectaire était sélectionné comme l'un des villages préférés des Français. En quelques minutes, le village du Puy-de-Dôme prend une notoriété nationale. C'est une publicité extraordinaire qu'on ne conspirera jamais. Une image, une vitrine, même si on arrive 17e sur 22, c'est très important. C'est pas négatif du tout parce que ça fait voir que notre territoire et notre belle France existe et qu'elle est encore vivante. L'émission de Stéphane Bern apporte aux communes sélectionnées une hausse de 30% de fréquentation touristique et Saint-Nectaire ne déroge pas à la règle. Passer par Saint-Nectaire, c'était pour nous une étape essentielle puisqu'il y a une belle église romane. L'église est magnifique, ça plaît aux enfants. Il y a une grotte, j'ai vu qu'on a une grotte, on va visiter une grotte juste après. Et puis voilà, on va se promener dans un village qui m'a l'air plutôt sympathique, quoi. Si le coup de projecteur s'est estompé avec le temps, les habitants, eux, en gardent un souvenir inoubliable. Sur cet événement-là, la population s'est déplacée, s'est réunie sur des points d'événements qui ont été créés pour l'émission, avec une délocalisation des artisans sur un point cible vers l'office de tourisme. Donc on a pu présenter nos activités respectives. Donc c'était vraiment, voilà, les gens étaient actifs, solidaires et puis motivés pour faire que Saint-Nectaire soit sélectionné. Donc c'était une belle ambiance. Ça a permis de redire à tout le monde qu'on avait un nom, une église, un fromage et des thermes qui aujourd'hui n'existent plus, mais qu'on était quand même ville d'eau. Le village ne compte pas s'arrêter là. Les habitants veulent redonner de la splendeur à leur commune et surtout à leurs thermes, cette fois grâce à une autre émission, le Loto du patrimoine.
De retour ici à Souvigny avec un connaisseur de l'histoire de la commune, Philippe Tourin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous espérez faire mieux que Saint-Nectaire qui avait fait 17e? Ah, on espère toujours faire mieux. On connaît bien Saint-Nectaire, c'est une très belle ville avec un patrimoine aussi important, mais nous aussi, on a un patrimoine important avec une histoire prodigieuse, sinon providentielle. Alors justement, pourquoi est-ce qu'ici, au milieu du bocage bourbonnais, il y a tout ce patrimoine important? Vous pouvez m'expliquer? Oui, tout commence, on va dire, au Xe siècle, quand l'ancêtre des Bourbons fait don de sa terre de Souvigny à l'abbé de Cluny, Bernon. L'abbaye vient d'être créée de Cluny. Et elle accepte ce don, elle enverra des moines 50 ans après. Et ça sera au début un petit monastère sans prétention. 2 événements successifs vont bouleverser l'existence de ce monastère, puisque Mailleul, abbé de Cluny, 4e abbé de Cluny, décède à Souvigny en 994. Il était connu pour des miracles et les gens de Souvigny n'ont pas voulu le laisser partir avec les moines qui voulaient l'enterrer à Cluny. Ils l'ont gardé et donc il a été inhumé dans l'église, la petite église du départ. Son successeur, Odilon, 55 ans plus tard, décédera également à Souvigny et de ce point-là, viendra naître un pèlerinage très important, d'où l'agrandissement de l'église, et un pèlerinage qui, on le note en 1063 avec la visite du légat du pape Saint-Pierre d'Amiens, qui dira que Souvigny a le privilège d'être le 2e plus important pèlerinage de la chrétienté, hein, et deuxièmement, que Souvigny est aussi une des communes les plus peuplées de la Gaule. On estimait alors à 5000 habitants, ce qui était pour l'époque très considérable. Je vais vous arrêter un petit instant, on va pousser la porte justement de cette église Saint-Pierre-Saint-Paul et on va découvrir ce qui se cache à l'intérieur avec Delphine Cros et Jean Jazet. En remontant l'allée centrale, les visiteurs les découvrent. Les gisants représentant Saint-Mailleul et Saint-Odilon. En fait, les pèlerins traversaient la nef comme nous venons de le faire, descendaient au niveau du sarcophage, passaient la main à l'intérieur de la fenestelae et touchaient les reliques, c'est-à-dire les ossements des saints. 2 grands abbés qui se sont succédés et ont contribué au Xe et XIe siècle au rayonnement de Cluny. Saint-Mailleul est resté à la tête de l'abbaye de Cluny pendant 35 ans, alors que Saint-Odilon est resté à la tête de l'abbaye pendant environ 55 ans. Ce que je trouve fascinant, c'est l'histoire des gisants qui ont été complètement détruits pendant la Révolution et retrouvés un peu par hasard, même si on se doutait bien qu'ils devaient être là. Et surtout si tard, au XXIe siècle en fait seulement. L'histoire de Souvigny et de Cluny s'entremêle avec celle des Bourbons. De part et d'autre du chœur, 2 chapelles. À l'intérieur reposent les ducs et leurs familles. Nous pouvons voir ici les gisants de Louis II de Bourbon et sa femme Anne-Dauphine d'Auvergne. Cette chapelle a été entièrement restaurée en 2014 et parmi les grandes découvertes de cette restauration, la peinture sous la voûte où nous pouvons voir des anges qui chantent le Gloria en l'honneur de la Trinité. Ouais, c'est vraiment un chef-d'œuvre du début du XVe siècle. Dans la sacristie, le recteur prépare le pèlerinage prévu dimanche. Plus de 3000 personnes sont attendues. Un rassemblement qui a valu à l'église d'être reconnue sanctuaire de la paix en 2017. Souvigny, dans les années 1200, est le 2e lieu de pèlerinage de France. Et puis après, à la Révolution, c'est tombé dans l'oubli, notamment dû à la présence des Bourbons, puis la destruction du tombeau. Donc je dirais que c'est presque une juste reconnaissance aujourd'hui. Le prieuré de Souvigny, au lieu de l'histoire médiévale, abrite de nombreux trésors. Chaque année, 75 000 touristes visitent ce site. De retour ici à Souvigny, juste à côté de cette église Saint-Pierre-Saint-Paul. Philippe Tourin, dites-moi, il y a plusieurs éléments du patrimoine qui ont été découverts récemment, on vient de le voir dans le reportage. Vous en découvrez encore ? Oui, des découvertes, on en fait souvent avec l'intervention d'archéologues qui, bien sûr, s'intéressent au site parce qu'il est plein de richesses encore à vérifier. On avait des quasi-certitudes, mais fallait-il encore les confirmer. Notamment l'emplacement du tombeau de Saint-Mailleul, qui, détruit à la Révolution, était recouvert par le dallage. Alors d'après les documents que nous avions, nous pouvions espérer le trouver à côté de l'hôtel de l'ancien hôtel de Saint-Laurent. Et il a été retrouvé. Et il a été retrouvé. Le plus prodigieux dans l'affaire, c'est qu'on a retrouvé aussi les gisants en 1000 morceaux. Il a fallu tout reconstituer après, mais ils étaient présents dans la cavité, si vous voulez. Donc on a pu les reconstituer. Alors, Souvigny, on le voit, c'est un patrimoine toujours vivant, mais ce sont aussi des habitants créatifs. Et le lieu créatif ici, ce sont les ateliers du Chapeau Rouge. C'est là que Richard Beaune nous attend.
Oui Fabien, je vous accueille effectivement aux ateliers du Chapeau Rouge pour vous asseoir quelques minutes sur un banc poème. Mais qu'est-ce un banc poème? Eh bien on va voir ça. Et pour en parler, je rejoins Jérôme Danikowski, qui s'occupe des ateliers du Chapeau Rouge. Bonjour. Qu'est-ce qu'un banc poème? Alors un banc poème, c'est une œuvre d'art qui est créée spécialement pour nos expositions, qui peut avoir la forme d'un banc et auquel est associé un poème choisi par l'auteur du banc. Donc là, on est à l'intérieur d'un banc poème. On est à l'intérieur du banc poème, qui est le plus grand des bancs poèmes qui a été réalisé au cours de nos 6 expositions. C'est une œuvre collective qui n'est pas terminée. D'ailleurs, il y a encore un peu de mosaïque à mettre, mais il y a déjà beaucoup d'enfants qui aiment s'asseoir dessus. Donc ces bancs poèmes, on peut les voir donc ici, aux ateliers du Chapeau Rouge, dans les jardins des ateliers. Et puis, une fois tous les 2 ans. Donc on a commencé en 2009 à faire ce thème d'exposition. Et en 2019, cette année, le 8 juin, sera inaugurée la 7e édition. En général, il y a entre 40 et 50 bancs qui sont créés, exposés donc dans ces jardins, dans nos salles d'exposition et également dans les rues de la ville, dans les jardins du prieuré. Et ça fait une déambulation donc dans Souvigny qui permet non seulement de voir ces œuvres, mais aussi d'avoir des points de vue à chaque fois sur la vieille ville de Souvigny. Et donc vous me disiez tout à l'heure hors caméra que vous exportiez vos bancs maintenant. Oui, il y a déjà eu une dizaine d'expositions des bancs poèmes dans toute la France. La prochaine, c'est en dehors de Souvigny bien sûr. La prochaine cet été, c'est dans le Roussillon, à Sainte-Marie-la-Mer, où 20 bancs vont être exposés dans les rues de la vieille ville. Et au Québec, peut-être l'an prochain, une exposition de bancs poèmes, puisque une municipalité de Lac-Beauport nous a demandé l'autorisation de faire une exposition sur le même thème. Bah dites-moi, il est super celui-là. Oui, c'est les Fenils de votre enfance que j'ai réalisé en 2013. On s'installe? C'est marrant. Hop. Ah oui. Ah oui, on est bien là. Ah oui, on est caché. Alors les enfants, c'est super, ils s'amusent, c'est une cabane. Pour les jeunes ados, ils peuvent se bécoter tranquillement à l'abri des regards. Et les mamies, elles sont à l'ombre. On est bien. Au revoir Fabien. À bientôt. Et à Souvigny, il n'y a pas que les bancs poèmes. Chaque année, il y a aussi un événement, ce sont les fêtes médiévales. Ça se passe fin juillet, début août, ça attire 40 personnes par an. Et on va en parler avec une des personnes qui l'organise, François Bourchex. Bonjour, je prononce bien? C'est ça, oui. Vous refaites le Moyen-Âge ici chaque année. Pourquoi? Eh bien déjà pour faire connaître au monde le patrimoine, le riche patrimoine de notre village, en fait, de Souvigny. Et pour montrer qu'il y a des pierres d'un côté, mais il y a aussi des gens qui vivent à l'intérieur de ces pierres et qui animent le site et qui sont dynamiques et motivés. Alors je sais pas, j'ai peut-être dit une erreur, mais c'est 40 000 personnes 40, chaque année, oui, 40 ça suffirait pas. 40 000, ouais. Oui, c'est 40 000, c'est pas 40. Ouais. Bon, ça les fait venir. Ouais. Ben, je pense, bon, déjà, faut savoir que nous, dans notre région, on a été une des premières fêtes médiévales. Et dès la première semaine, dès la première foire, on a fait venir les gens et la foire a duré pendant 9 jours. Donc déjà, ça a interpellé les gens. On se dit comment est-ce possible de faire venir du monde pendant 9 jours? Et c'est le pari qu'on a fait et qu'on a gagné. Et depuis 25 ans, les gens viennent régulièrement, à chaque fois fin juillet, début août, pour s'amuser et ripailler, écouter de la musique médiévale. Et donc les habitants y croient. Ils croient aussi donc à cette émission, à le village préféré des Français. Souvigny sera-t-il élu village préféré des Français? On a demandé aux habitants ce qu'ils en pensaient. Je crois que Stéphane Bern est une bonne et c'est une bonne personne pour mettre Souvigny en valeur. Oui, c'est mérité parce qu'il y a plein de choses à faire, aussi bien les monuments qui ont besoin beaucoup aussi d'être réfectés. Et donc, il y aurait plein de choses à faire. D'ailleurs, il y a déjà la foire médiévale, hein, et puis des expositions, puis alors les vues des monuments intérieurs de la ville, quoi. Quand on voit Venise, on se demande si c'est une bonne chose que de le faire connaître à travers le monde entier et dans les tours opérateurs. Je crois que Souvigny mérite l'excellence, mérite l'attention. Souvigny mérite d'être mémorisé. Souvigny mérite de conserver, d'être un espace de rêve.
Et c'est sur ces mots très sages que c'est déjà l'heure de quitter Souvigny. Tout de suite, direction Paris pour l'édition nationale. Pour l'information auvergnate, vous retrouverez Charline Collet demain et tout le week-end. Demain, n'oubliez pas votre émission matinale Ensemble, c'est mieux. Merci à la commune de Souvigny pour son accueil, pour nous avoir ouvert l'ensemble des lieux de son patrimoine. Rendez-vous en juin pour savoir si Souvigny est élu village préféré des Français. Et puis rendez-vous du 27 juillet au 4 août pour les fêtes médiévales ici. Passez une bonne soirée sur France 3 Auvergnat, très vite.